Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025 et comme chaque week-end, on se retrouve pour faire un tour complet de ce qui secoue le monde de l'auto en ce moment. Aujourd'hui, le programme est particulièrement chargé avec plusieurs sujets majeurs qui méritent qu'on s'y attarde calmement, chiffres à l'appui, sans langue de bois. On va commencer avec Renault et plus précisément avec un modèle très attendu, très médiatisé, mais qui peine aujourd'hui à convaincre. La Renault 4 électrique, censée surfer sur la vague du néo-rétro initiée par la Renault 5, est en réalité un véritable flop commercial. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Renault lui-même qui commence à le reconnaître en interne. On va donc analyser ensemble pourquoi une recette qui fonctionne très bien pour la R5 ne prend absolument pas pour la R4, malgré une philosophie pourtant proche sur le papier. Ensuite, on parlera innovation automobile, et là, direction la Chine avec le constructeur Chery qui vient de présenter un nouvel acier aux propriétés tout simplement impressionnantes. Sécurité, allègement, efficacité énergétique, vous allez voir que ce genre d'innovation pourrait bien rebattre les cartes dans les années à venir et poser de sérieuses questions à l'industrie automobile européenne. On poursuivra avec le groupe Stellantis et plus précisément Peugeot, qui semble vouloir enrichir encore un peu plus une gamme SUV déjà bien fournie. Un nouveau modèle serait dans les cartons, positionné entre le 2008 et le 3008. Bonne idée ou SUV de trop? On en débattra ensemble. Enfin, on terminera avec Maserati, qui pour une fois a pris une décision que beaucoup attendaient tout depuis longtemps. Une décision qui redonne un peu de noblesse à la marque, mais qui soulève aussi de grosses interrogations sur la stratégie électrique du constructeur italien. Si ces sujets vous intéressent, je compte sur vous dès maintenant pour soutenir la chaîne. Un like, un abonnement, un commentaire, ça paraît anodin, mais pour l'algorithme YouTube, c'est énorme. Et surtout, ça permet à la chaîne de continuer à proposer ce type de contenu détaillé, analysé et sans bullshit. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. On débute donc avec Renault, et plus précisément avec la Renault 4 électrique, un modèle qui sur le papier avait tout pour réussir. Un nom mythique, une silhouette néo-rétro, une plateforme moderne partagée avec la Renault 5, une production en France, et une stratégie clairement orientée vers le grand public. Pourtant, 6 mois après son lancement, le constat est sans appel. La Renault 4 électrique est un échec commercial. Depuis son arrivée sur le marché, la R4 électrique est totalement éclipsée par la Renault 5. En France, les ventes de la R5 sont tout simplement 6 fois supérieures à celles de la R4. Un écart colossal qui met en lumière une tendance que l'on observe chez quasiment tous les constructeurs européens. Le segment des BSUV, sinon électriques, dont fait partie la Renault 4, est nettement moins porteur que prévu, surtout en comparaison avec les citadines électriques plus compactes. Ce qui est intéressant, c'est que cette contre-performance tranche totalement avec la dynamique globale de Renault. Sur l'ensemble de l'année 2025, le constructeur affiche une croissance de ses ventes de 9% dans un marché pourtant en léger recul. Autrement dit, Renault va bien, très bien même. Mais la Renault 4 électrique, elle, ne suit pas du tout la tendance. Assemblé en France, sur le site de Maubeuge, le modèle n'a séduit que 5231 clients depuis son lancement. Cela représente moins de 1000 ventes par mois, ce qui est extrêmement faible pour un véhicule grand public. Résultat, la Renault 4 électrique se retrouve à la 71e place du classement des ventes en France, loin, très loin derrière la Renault 5, qui, sur la même période, dépasse les 31 000 immatriculations et a même intégré le top 10 grâce au leasing social. Même du côté de Renault, on commence à reconnaître que les ventes sont largement en dessous des attentes. Officiellement, le discours reste prudent. Avec cette phrase classique, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais dans les faits, la R4 électrique a aussi été éligible au leasing social. Et contrairement à la R5, elle n'en a quasiment pas profité. Les Français ont massivement choisi la Renault 5, preuve d'un désintérêt assez clair pour cette nouvelle R4. Il faut dire que le modèle cumule plusieurs handicaps. D'abord, le positionnement. La Renault 4 est présentée comme un petit SUV, un véhicule polyvalent, souvent destiné à devenir la voiture principale du foyer. Et quand on achète ce type de véhicule, on attend généralement une autonomie supérieure à celle d'une simple citadine. Or, avec son design haut sur pattes, la Renault 4 affiche en réalité une autonomie légèrement inférieure à celle de la Renault 5. On parle de 409 km contre 410 km pour la R5. Autant dire aucune différence, voire une régression symbolique. À cela s'ajoute la question du prix. Pour un style jugé par beaucoup moins dynamique, une autonomie équivalente, voire inférieure, il faut pourtant débourser environ 5 000 € de plus. La version d'entrée de gamme de la R4 est affichée à 29 900 € contre 24 900 € pour la R5.
Et pour la batterie de 52 kWh, il faut compter 33 000 € pour la R4 contre 29 000 € pour la R5. Un écart difficilement justifiable pour de nombreux acheteurs. Tout cela donne l'impression que Renault a peut-être trouvé ici les limites de sa stratégie néo-rétro appliquée à l'électrique. Ce qui fonctionne très bien pour une citadine iconique ne se transpose pas forcément à un SUV compact. Reste maintenant à voir comment évolueront les ventes dans les prochains mois. Et surtout si la future Twingo électrique, qui joue sur une corde similaire, saura éviter les mêmes écueils. Après avoir parlé de Renault et de ses difficultés commerciales, on va maintenant changer complètement de registre pour parler d'innovation pure et même d'innovation lourde, au sens industriel du terme. Direction la Chine, avec le constructeur Chery, qui vient de frapper un grand coup dans un domaine dont on parle pourtant très peu quand on évoque l'avenir de l'automobile, les matériaux. Chery s'est associé au géant sidérurgique HBIS Group pour développer un nouvel acier destiné spécifiquement à l'industrie automobile. Et quand je dis nouvel acier, on n'est pas du tout sur une petite évolution marginale. On parle ici d'un matériau affichant une résistance mécanique de 2400 mégapascales. Pour bien comprendre ce que ça représente, il faut savoir que dans l'automobile actuelle, les aciers dits à très haute résistance tournent généralement entre 1300 et 1800 mégapascales. Autrement dit, ce que Chery et HBIS viennent de présenter dépasse très largement les standards actuels. 2400 mégapascales, ça signifie concrètement que chaque millimètre carré de cet acier peut supporter une contrainte colossale avant de se déformer ou de rompre. C'est même 200 mégapascales de plus que le précédent record qui était jusqu'ici détenu par Xiaomi. Ce qui montre bien à quel point les groupes chinois sont en train de se livrer une véritable course technologique, non seulement sur les batteries ou les moteurs électriques, mais aussi sur des éléments beaucoup plus structurels comme les châssis et les cellules de sécurité. Mais ce qui rend cet acier particulièrement intéressant, ce n'est pas uniquement sa résistance brute. Parce que faire un acier très résistant, l'industrie sait le faire depuis longtemps. Le vrai défi, c'est de conserver des propriétés essentielles comme la formabilité, c'est-à-dire la capacité du matériau à être mis en forme en usine, embouti, plié, découpé, sans se fissurer ni perdre ses qualités mécaniques. Et c'est précisément là que ce nouvel acier se distingue. Selon les informations communiquées par Chery et HBIS, ce matériau conserve une excellente stabilité structurelle et une bonne malléabilité, ce qui le rend compatible avec les chaînes de production automobiles existantes. En clair, il ne s'agit pas d'un acier de laboratoire impossible à industrialiser, mais bien d'un matériau pensé pour une application réelle à grande échelle. Les usages envisagés sont évidemment stratégiques. On parle des montants de caisse, des renforts latéraux, des barres anti-intrusion dans les portes ou encore des traverses structurelles qui protègent l'habitacle en cas de choc frontal ou latéral. Avec un acier de ce niveau, les constructeurs ont deux options très intéressantes. Soit ils choisissent d'augmenter encore le niveau de sécurité des véhicules, soit ils décident de conserver un niveau de sécurité équivalent tout en réduisant la quantité de matière utilisée. Et cette deuxième option est loin d'être anodine. Réduire la masse d'un véhicule, même de quelques dizaines de kilos, a un impact direct sur la consommation, sur l'autonomie dans le cas des véhicules électriques et sur les émissions de CO2 pour les modèles thermiques et hybrides. Autrement dit, ce type d'innovation peut avoir un effet positif en cascade sur toute la chaîne de valeur automobile. Évidemment, il faudra sans doute plusieurs années avant que ce genre de matériaux devienne un standard généralisé dans l'industrie. Les processus de validation, de crash test, d'homologation et d'industrialisation prennent du temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une chose très simple. Pendant que l'Europe débat encore de normes et de calendriers, les constructeurs chinois avancent sur absolument tous les fronts. Batterie, moteur, logiciel, plateforme, sécurité passive, matériaux, tout y passe. Et ça, c'est un signal très fort pour l'avenir de l'industrie automobile mondiale. Après cette parenthèse innovation, on revient en Europe, et plus précisément en France, avec Peugeot. Une marque que tout le monde connaît, qui jouit encore d'une image solide, mais qui semble parfois avoir du mal à résister à une tentation très répandue dans l'industrie, celle du SUV à tout prix. Aujourd'hui, la gamme SUV de Peugeot est déjà particulièrement dense. On retrouve le 2008, le 408, le 3008 et le 5008. 4 modèles, 4 positionnements, mais une même logique globale. Et pourtant, malgré cette offre déjà très large, Peugeot travaillerait en interne sur l'arrivée d'un nouveau SUV supplémentaire qui viendrait se positionner entre le 2008 et le 3008. Pourquoi ce choix ? La réponse est assez claire quand on regarde du côté de la concurrence, et notamment chez Renault avec le Symbioz. Ce modèle, qui se situe précisément sur ce créneau intermédiaire, a rencontré un succès notable sur le marché français, avec environ 30 000 exemplaires vendus entre janvier et novembre.
Un chiffre loin d'être anodin dans le contexte actuel du marché automobile. Le Symbiose a montré qu'il existait une vraie demande pour un SUV compact, mais pas trop petit, avec une silhouette statutaire, un design relativement sobre et un bon niveau d'habitabilité. En clair, un véhicule qui peut servir de voiture principale à un foyer sans tomber dans l'excès de taille ou de prix des SUV plus imposants. Peugeot veut donc manifestement répondre à cette demande avec un nouveau modèle basé sur la plateforme S TLA de Stellantis. Une plateforme moderne, flexible, capable d'accueillir aussi bien des motorisations thermiques que hybrides ou 100% électriques. Cela permettrait à Peugeot de proposer un véhicule multi-énergie, capable de s'adapter aux différentes réglementations et aux attentes variées des marchés européens. Pour l'instant, très peu d'informations ont filtré. On ne connaît ni le nom définitif du modèle, ni son design, ni ses motorisations exactes. La question du nom est d'ailleurs assez amusante. Entre le 2008 et le 3008, on peut imaginer beaucoup de choses, 2508, 2009, ou même une nouvelle appellation totalement inédite. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais au-delà du nom, la vraie question est ailleurs. Est-ce que Peugeot ne serait pas en train de lancer le SUV de trop ? Ces dernières semaines, la direction de Peugeot et celle de Stellantis ont reconnu publiquement que le marché des SUV était probablement arrivé à maturité, voire en début de déclin. La mode du SUV, qui a porté les ventes pendant plus de 10 ans, pourrait progressivement s'essouffler au profit de silhouettes plus sobres, plus aérodynamiques et plus efficientes. Dans ce contexte, lancer un nouveau SUV peut sembler paradoxal, voire risqué. D'autant plus que la concurrence est déjà féroce, y compris au sein même du groupe Stellantis. Ce futur SUV Peugeot devra donc trouver un positionnement extrêmement précis pour ne pas cannibaliser les ventes des autres modèles de la gamme. C'est un pari stratégique fort, et il faudra surveiller de très près les prochaines annonces pour comprendre si Peugeot a réellement identifié un manque dans sa gamme ou si elle tente simplement de surfer une dernière fois sur une vague qui commence à retomber. On termine cette vidéo avec une marque qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Maserati, une marque mythique, synonyme de sportivité, de luxe et de moteur noble, qui a pourtant multiplié les choix discutables sur le plan mécanique. Ces dernières années, Maserati a progressivement fait disparaître ses moteurs V8, a tenté une incursion rapide vers le tout électrique avant de faire machine arrière et s'est retrouvé avec des modèles d'entrée de gamme équipés de motorisation 4 cylindres, ce qui a laissé beaucoup de passionnés et même de clients fidèles totalement perplexes. C'était notamment le cas du Grecale, le SUV de la marque, proposé en version Modena avec un 4 cylindres hybride turbo de 2 litres, développant jusqu'à 325 chevaux. Sur le papier, les performances étaient honorables, mais dans l'esprit, ça ne collait tout simplement pas avec l'image Maserati. Et pour une fois, il faut le reconnaître, Stellantis et Maserati ont pris une bonne décision. À partir du prochain millésime, Maserati abandonne ce 4 cylindres pour le remplacer par un V6. Il s'agit en réalité d'une version assagie du V6 Nettuno 3 litres que l'on retrouve sur les versions plus sportives de la gamme. Ce changement est une excellente nouvelle à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan symbolique. Un V6, c'est tout simplement plus cohérent avec le positionnement premium et sportif de Maserati. Ensuite, sur le plan des performances, puisque la puissance passe à 386 chevaux, soit un gain significatif par rapport à l'ancienne version. Et enfin, troisième bonne surprise, le tarif reste inchangé, avec un prix de départ fixé à 73 500 €. Mais tout n'est pas parfait pour autant. Maserati continue de proposer une version 100% électrique du Grecale, et là, les choses deviennent beaucoup plus difficiles à justifier. Sur le plan technique, l'autonomie annoncée reste relativement faible, avec environ 443 km, même si elle progresse légèrement grâce à un système de déconnexion de la transmission intégrale. Le véritable problème, c'est le prix. Cette version électrique est affichée à plus de 103 000 €, ce qui en fait le modèle le plus cher de la gamme, plus cher même que le Grecale Trofeo, pourtant bien plus performant. On se retrouve donc avec un SUV électrique moins autonome, moins émotionnel et pourtant beaucoup plus cher que les versions thermiques V6. La question est simple, qui va réellement acheter ce modèle, dans un segment où les clients recherchent encore énormément le plaisir mécanique, le son, le caractère moteur? Cette offre électrique semble totalement déconnectée des attentes réelles du marché. Reste à voir si cette montée en gamme de l'entrée de gamme Maserati annonce un véritable changement de cap pour la marque. Est-ce que cette logique sera appliquée aux futurs GT et supercars? Est-ce que Maserati va enfin renouer pleinement avec son ADN historique? L'avenir nous le dira. En attendant, si vous voulez continuer à suivre toutes ces évolutions, toutes ces décisions stratégiques, parfois brillantes, parfois incompréhensibles, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater et à soutenir la vidéo avec un like si le contenu vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité automobile.